Alors que ce soit dans le magasin ou même plus largement sur internet, on m'a souvent demandé quels étaient les films les plus fous, les plus dingues que j'avais pu voir, et étant donné que c'est un petit peu le fond de commerce de ma chaîne, j'en aurais quand même pas mal à vous conseiller. Et après, en cherchant sur YouTube voir s'il existait des classements de ce type, je me suis rendu compte que oui, il en existait déjà plein, sauf que paradoxalement c'était toujours un petit peu les mêmes films qui revenaient. D'où l'idée de faire un épisode un petit peu particulier par rapport à ce qu'on fait d'habitude, dans lequel je vous présenterai donc les 20 films qui m'ont le plus fait halluciner, et pour lesquels j'avais peut-être pas forcément suffisamment de matière pour en parler pendant 10 ou 15 minutes. Et ça me permet aussi de marquer le coup, sachant que c'est le dernier épisode que l'on tourne dans le magasin avant sa fermeture. Avant de démarrer, 3 petites choses importantes. La première, c'est que ce classement est forcément subjectif et que rien n'empêche qu'il change dans les prochaines semaines si je découvre des nouveaux films entre-temps. Le deuxième, c'est que le critère de sélection, c'est vraiment le côté halluciné ou hallucinant du film. C'est pas du tout un classement sur les films les plus dégueulasses ou gore ou quoi, même s'il y en a un petit peu. Le point commun, c'est vraiment qu'à un moment donné, pendant le visionnage, je me suis rapproché de mon écran en me demandant ce que j'étais en train de regarder. Et la troisième, c'est que j'ai volontairement écarté tous les films dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, en même temps que ceux dont je vais parler un petit peu plus tard. Mais le principal, c'était d'essayer de faire un classement qui soit un minimum original, et surtout qui mette en lumière des films que j'ai pas forcément vus ailleurs sur YouTube. Donc dans la liste de films déjà mentionnés plusieurs fois ailleurs, on va dire tout de suite au revoir à Salo, Martyr, Hostel 1 et 2, The Human Centipede, Suicide Club, Audition, Itchy the Killer, A Serbian Film, Taxidermy, Massacre à la tronçonneuse, Requiem for a Dream, Paprika, J'ai rencontré le diable, Enter the Void, Irréversible, Scanners, Mulholland Drive, Lost Highway, Donnie Darko, House, Possession, Swiss Army Man, Tokyo Gore Police, Street Trash et Vidéodrome. Donc ce sont de très bons films pour la plupart, mais je pense que vous les connaissez déjà tous, et ça sert pas forcément à grand chose que j'en reparle ici. Au revoir également aux méconnus Compliance, Sorgoy Prakov, Visitor Q et Alice, 4 films déjà chroniqués dans l'émission Unknown Movies. Donc ces précisions faites, on peut démarrer. Numéro 20, R100. Hitoshi Matsumoto est un acteur-réalisateur encore peu connu en France, mais son œuvre mériterait vraiment que l'on se penche dessus sérieusement. Que ce soit Big Man Japan ou un loser employé par le gouvernement se transforme en guerrier géant pour défendre le Japon comme il le peut, Symbol où un homme se retrouve enfermé dans une pièce blanche avec des bits interactifs sur les murs, ou encore Saya Samurai avec son héros simple d'esprit qui a 30 jours pour faire rire un enfant triste, sous peine d'être exécuté, il y a dans ces films une poésie, une originalité et une folie qui le rapprochent par moments du cinéma de Takeshi Kitano. Son 4e film, R100, ne fait pas exception à la règle, même si pour le coup la poésie semble avoir pris des vacances. Il est ici question d'un homme qui, pour sortir de son quotidien un peu chiant, souscrit à une agence spécialisée afin d'être battu à tout moment de la journée par des femmes en cuir qui vont arriver n'importe où et surtout n'importe quand. Sauf que quand l'homme commence à se faire bastonner chez lui, il va vite regretter sa demande qui bien sûr ne peut plus être annulée. Le fait que le personnage principal choisisse de se faire défoncer la tête matin, midi et soir pour se sentir exister, en dit aussi long sur la société japonaise vue par Matsumoto. Moins trash qu'un délire façon Sushi Typhoon mais beaucoup plus tordu qu'il en a l'air, cette variation de The Game en plus débile est à conseiller aux fans de curiosité japonaise. Et si en plus vous adorez les films conçus comme des cartoons, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Numéro 19, La Bête aveugle. Adaptation du roman d'Edogawa Rampo paru en 1931, La Bête aveugle confronte Aki, une jeune modèle photo, et Mikio, un admirateur aveugle un peu flippant. Totalement obsédé par la perfection du corps de la jeune femme qu'il découvre via une sculpture la représentant, Mikio va kidnapper Aki et l'obliger à poser pour lui. Bon, jusque-là, rien de vraiment original, mais une fois dans l'atelier de Mikio, on comprend vite pourquoi ce film est resté dans les mémoires. Tous les murs sont tapissés par d'innombrables sculptures, chaque zone étant dédiée à une partie du corps féminin pendant l'extase. Le centre de l'atelier est lui-même constitué de 2 corps géants, sur lesquels évolueront les personnages. En voyant cela, Aki va bien sûr prendre peur, et chercher à s'échapper par tous les moyens. J'avais très brièvement mentionné ce film dans une précédente vidéo pour parler des Roguro, sans vraiment rentrer dans les détails.
Et je ne vais pas forcément en révéler plus ici, mis à part le fait que le film est assez différent du roman dont il est adapté, le personnage de la mère de Mikio est totalement absent du livre, et que la deuxième partie, qui verse dans l'Eroguro pur, est encore plus folle et inventive que la première. La Bête aveugle est donc un huis clos très particulier, fonctionnant sur le rapport complexe entre dominant et dominé, que l'on peut ranger à côté des autres films méconnus du même genre que sont Barracuda et Femina Raidens, qui bizarrement possède lui aussi sa sculpture géante. Numéro 18. Tokyo Tribe. Adapté d'un manga, Tokyo Tribe est un des rares films à m'avoir épuisé physiquement. Imaginez un film musical de 2 heures avec du hip-hop japonais non-stop, du drame, de la baston et du trash. Le mélange est tellement peu commun qu'il peut rebuter au début, mais l'énergie du film est telle qu'on se retrouve happé très rapidement. Tokyo Tribe est une véritable tornade qui ne s'arrête jamais, et on en ressort avec un sérieux mal de crâne, complètement KO, mais paradoxalement totalement admiratif du talent de Sonotion, grand habitué des films allumés, qui livre ici une de ses œuvres les plus abouties. Après une ouverture via un plan séquence démentiel qui nous présente les lieux et les personnages, le rythme ne faiblira jamais, et cette histoire de guerre des gangs va leur partir dans toutes les directions. Car avec une idée toutes les 10 secondes, Tokyo Tribe est à mes yeux l'un des films les plus inventifs de ces dernières années. Sorte de West Side Story punk où tout le monde se fout sur la gueule en musique, Tokyo Tribe est un futur film culte à ne pas louper, mais prévoyez quand même un tube d'aspirine au cas où. Numéro 17. Mind Game. Autant être clair illico, ce film est un chef-d'œuvre total du cinéma d'animation. L'histoire est pratiquement irracontable, mais grosso modo, on suit un mangaka qui retrouve une amie d'enfance et qui vont se faire emmerder dans un bar par des yakuza. Lorsque l'on découvre Mind Game, il est presque impossible de tout capter à la première vision, mais les éléments qui paraissent n'avoir aucun sens en trouvent finalement un en fin de film ou lors des visionnages suivants. Si Tokyo Tribe proposait une idée toutes les 10 secondes, Mind Game lui le fait carrément à chaque plan. Tout va extrêmement vite et le film saute d'un style à un autre sans que le spectateur ne soit gêné pour autant. De plus, le réalisateur avoue accorder davantage d'importance au mouvement qu'au dessin lui-même, et mixe énormément de techniques différentes au sein de son film. Animation 2D traditionnelle, 3D texturée, fil de fer, rotoscopie ou aquarelle. Le film regorge donc de trouvailles visuelles qui rendent l'ensemble hypnotique, peut-être un peu hystérique pour certains, mais clairement unique en son genre. Donc pour résumer, regarder Mind Game équivaut à prendre un rail de coke en étant sur des montagnes russes. Alors je n'ai fait ni l'un ni l'autre, mais je suis sûr que ça doit ressembler à ça. Donc pour l'instant, 4 films japonais. C'est un top sur le Japon. Numéro 16. Détention. Joseph Kahn est un réalisateur à qui l'on doit les clips de très nombreux artistes, mais qui est aussi pour beaucoup le type qui a commis Torque, une espèce de Fast and Furious à moto complètement survoltée, doté d'une réputation épouvantable mais pas forcément méritée. Après avoir longtemps galéré suite à l'échec de son premier film, Kahn ne se calmera absolument pas et réalisera Détention, un film encore plus allumé que ne l'était le précédent. Pour faire simple, il s'agit d'un mélange tordu entre une comédie ultra référentielle à la Scott Pilgrim et un slasher dont le rythme est calé sur celui d'un clip. Donc encore une fois, le film va à 300 à l'heure et même si tout ne fonctionne pas complètement, on sent que Joseph Kahn se fait plaisir à tenter tout ce qui lui passe par la tête, scénaristiquement et visuellement. Détention est aussi un énorme hommage aux années 90 et avec tout ce qu'on prend actuellement avec les années 80, ça fait du bien de voir un peu autre chose. Ici, le name dropping et les références populaires pleuvent littéralement, et tant pis si l'on ne saisit pas tout du premier coup, le film est tellement dense qu'il supporte plusieurs visionnages sans problème. Mais encore une fois, il faut vraiment être prévenu que le rythme survolté du film risque d'en laisser plus d'un sur le carreau. Et au passage, tout mon respect à la personne qui va enchaîner Tokyo Tribe, Mind Game et Détention sans avoir la tête qui explose au bout d'un moment. Et si vous en voulez encore, sachez que Joseph Kahn a depuis réalisé un nouveau film, qui s'annonce encore une fois complètement dingue, et dont les retours presse et spectateurs sont dithyrambiques. Numéro 15. Ebola Syndrome. Ce film est un des grands classiques de la catégorie 3, qui est grosso modo l'équivalent congais de ce que l'on a en France avec l'interdiction aux moins de 16 ans. Car du début des années 80 jusqu'à la rétrocession en 1997, Hong Kong va s'en donner à cœur joie dans des films tous plus extrêmes, trash et fous les uns que les autres, le but étant de se défouler un maximum avant que la censure chinoise ne vienne calmer tout ça. Ebola Syndrome raconte l'histoire d'un psychopathe qui va choper le virus Ebola lors d'un voyage en Afrique et le répandre ensuite dans toute la ville de Hong Kong. Le fou en question est joué par Anthony Wong, immense acteur et grand spécialiste des rôles de cinglés antipathiques, que ce soit dans les films de catégorie 3 ou dans le cinéma plus normal.
Et il est ici complètement déchaîné dans des situations aussi horribles qu'absurdes, comme lorsqu'il court dans la rue en crachant sur les gens pour leur transmettre le virus. En voyant Ebola Syndrome, on a presque le sentiment que le réalisateur a effectué une liste de tout ce qui n'est pas montrable au cinéma, et a ensuite décidé de tout foutre dans son film pour un résultat à la fois dégueulasse, mais hilarant. Donc au final, même si la finesse est partie se pendre, rien n'est vraiment à prendre au premier degré, tant tout ici est ultra excessif. Après, mieux vaut quand même éviter de regarder ce film en mangeant. A noter que le DVD français ne contient que la version censurée du film, donc ne vous étonnez pas s'il y a parfois quelques coupes un peu brutales. Numéro 14. La bouche de Jean-Pierre. Alors ici, je vais tricher un peu car je ne vais pas vraiment parler d'un film, mais plutôt d'un moyen-métrage. Réalisé par Lucila Zalilovic, à qui l'on devra plus tard Innocence et Évolution, La bouche de Jean-Pierre est une œuvre aussi délicate qu'elle est par moments suffocante. Elle possède d'ailleurs l'une des scènes qui m'a le plus mis mal à l'aise de toute ma vie de cinéphile. Elles sont bien jolies, ces poupées. L'histoire de cette petite fille triste qui va aller vivre chez sa tante est assez banale annoncée comme ça, mais pourtant cette œuvre est vraiment à part et se rapproche par certains aspects des premiers films de Gaspard Noé, qui est ici responsable du cadre et de la direction artistique. La bouche de Jean-Pierre est donc une œuvre un peu hybride qui mélange la dureté et le côté tape à l'œil de Gaspard Noé, avec la douceur et l'étrangeté propre à Lucila Zalilovic. Un moyen-métrage qui mérite vraiment d'être découvert, au même titre que les autres films de la réalisatrice, qui restent encore beaucoup trop méconnus du grand public à mes yeux. Numéro 13. The Greasy Strangler. Un père et son fils arnaquent les gens via des visites d'idées débiles. Rapidement, le fils va tomber amoureux d'une femme et vouloir son indépendance, ce qui va déclencher la colère du paternel. Arrête de draguer et tire-moi l'élastique. En parallèle, des meurtres sont commis par un dénommé tueur à la graisse et commencent à terroriser la ville. Avec un pitch pareil, on se doute bien que The Greasy Strangler n'est pas le genre de film qui va passer un dimanche après-midi sur TF1. Produit par Ben Wheatley et Elijah Wood, ce pur film de festival ne cherche pas vraiment à avoir de sens, mais plutôt à pousser une idée le plus loin possible, tout en empêchant le spectateur de deviner ce qu'il va se passer la scène suivante. Ici, tout peut arriver, et le concept du tueur à la graisse n'est donc qu'un délire parmi tant d'autres. Par exemple, je n'ai absolument rien compris à la scène finale, mais peu importe car l'intérêt n'est pas là. Sorte de croisement improbable entre les cinémas de Quentin Dupieux, Frank Henenlotter et John Waters, The Greasy Strangler énervera certainement plus d'un spectateur, mais deviendra assurément culte pour tous les fans de cinéma absurde et décalé. Numéro 12. Goodnight Mommy. Goodnight Mommy fait partie des films que je suis allé voir un petit peu à reculons, n'étant pas forcément un grand fan du cinéma autrichien. Dans la lignée de l'autre de Robert Mulligan, que je vous conseille aussi fortement, le film met en scène des jumeaux un peu bizarres, Pléonasme. qui ne vont plus reconnaître leur mère après une opération de chirurgie esthétique, et vont se rebeller contre elle. Le rythme volontairement lent et certaines scènes de sadisme peuvent en rebuter certains, mais pour peu que l'on aime les thrillers psychologiques et les huis clos, c'est un film qui ne s'oublie pas de sitôt. Couvert de prix dans de nombreux festivals, Goodnight Mommy fait partie de ces films froids qui, comme Martyr ou Requiem pour un massacre, toute proportion gardée, laissent une trace chez le spectateur, ce que l'on garde en mémoire des années, sans avoir forcément besoin de revoir le film en question. Numéro 11. Léolo. Probablement le plus beau film de la sélection et en même temps l'un des plus étranges. On y suit les aventures de Léo, un jeune garçon qui va s'échapper d'un quotidien pas évident via sa faculté à rêver. Sa famille est atteinte d'une sorte de mal qui les fait tous finir à l'asile, et Léo refuse que cette situation lui arrive un jour. Deuxième et dernier film du Canadien Jean-Claude Lauzon, Léolo est un curieux mélange entre des moments de pure poésie et d'autres plus inquiétants et surréalistes. En ça, le film fait souvent penser au cinéma de Jean-Pierre Jeunet, mais en beaucoup plus cru. Ici, on ne s'étonnera pas de croiser une dinde dans une baignoire, une mère qui encourage son fils à pousser, un trésor au fond d'une piscine ou encore des tentatives de meurtre entre un petit-fils et son grand-père. Magnifiquement filmé mais baignant dans une espèce de crasse permanente, Léolo est aussi trash que beau et on regrette vraiment que Lauzon n'ait pas pu faire d'autres films après celui-ci. Classé par le Time Magazine comme l'un des 100 meilleurs films du monde, Léolo est donc une petite merveille méconnue qui porte un regard original sur le thème de l'enfance, bien qu'il ne soit pas du tout adapté au jeune public.